Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable dans les mois qui viennent au Mali? Il y a plusieurs scénarios. Je vais en donner deux pour être rapide. Le premier, si la junte et donc le président Goïta est après raisonnable, il ouvre les négociations. Il y a une période de transition, 3-6 mois, avec un des militaires de la transition, bon, je ne vais pas donner de nom là, qui ne serait pas Goïta, et qui va jusqu'aux élections, avec une période électorale dans 3 ou 6 mois. Et c'est là que la question se pose, c'est dans la gouvernance, dans le travail commun, il faudrait intégrer le JNIM. Le FLA, c'est peut-être plus facile, mais il faudrait intégrer le JNIM. Le JNIM, je pense, est prêt à déposer les armes et arrêter la lutte armée, à condition de participer à la vie politique du pays. Pas à prendre le contrôle du Mali, mais à participer à la vie politique. Alors, la question qui va se poser, c'est, nous, Européens ou Français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supporte cette transition dans laquelle le JNIM a un rôle politique, ou on ne la supporte pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est un vrai problème de conscience et un problème politique. Et deuxième scénario, c'est que la junte veut résister, absolument, ne discute pas, et à un moment ou à un autre, ils sont en position de faiblesse. Les Russes en train de négocier leur départ, etc., contrairement à ce qu'ils disent, mais j'ai comme des éléments montrant qu'ils regardent les conditions de leur départ. Et là, à un moment, la junte tombera. Si c'est pas négocié, ce sera certainement pire que s'il y avait une négociation. Est-ce que le gouvernement français se cache encore? C'est un macroniste. Il dit haut ce que son patron pense pas. Il parle déjà de l'après-Assimi Goïta, de l'intégration des terreaux dans le quotidien des Maliens. Il parle d'une transition politique dirigée par un militaire dont il refuse même de prononcer le nom. Il évoque un pouvoir de transition composé de militaires plus dociles, plus soumis envers Paris, accompagnés des opposants du CFR et des groupes terreaux du JNIM plus FLA qui découperaient le Mali selon leurs intérêts. C'est ça le plan. Quand beaucoup affirment ici que les attaques du 25 avril ont bénéficié d'un soutien extérieur avec des acteurs et ont tout intérêt à voir Assimi tomber et l'AES détruite, certains nous accusent encore de faire de la propagande. Pourtant, ce qui est dit devient de plus en plus limpide. À travers leurs déclarations, on voit clairement qu'il existe des contacts directs, des passerelles et des convergences entre les terreaux, des opposants politiques et une composante politique bien installée à Paris. Depuis le 25 avril, leurs médias parlent constamment des attaques terreaux au Mali et des pertes côté malien, mais presque jamais du nombre de terreaux éliminés. Mais cela ne devrait plus surprendre personne. Comment voulez-vous que certains médias français insistent sur les pertes des groupes terreaux alors qu'ils leur offrent déjà un soutien et un appui sur le terrain médiatique? Pourquoi attaquer publiquement ceux avec qui l'on entretient des arrangements ou des intérêts? Aujourd'hui, le gouvernement français ne parle même plus de lutte contre le terreau, mais désormais de participation à la vie politique malienne, exactement comme on l'a vu en Syrie. D'où le fait que le FLA et le CFR soient venus expliquer dès le lendemain des attaques du 25 avril qu'un scénario syrien pourrait se produire au Mali. Ce genre de déclaration n'a rien d'un hasard. On assiste à une préparation psychologique des opinions publiques occidentales et africaines. Faire accepter progressivement l'idée qu'un pouvoir influencé par des terreaux au Sahel pourrait devenir fréquentable si cela sert certains intérêts stratégiques. Concernant les Russes, ce discours ressemble davantage à un souhait géopolitique qu'une réalité concrète. Il se base sur les données du 25 pour croire que les Russes se retirent et négocient. Annoncer publiquement que les Russes négocient leur départ du Mali avec les terreaux relève juste d'une opération de communication destinée à fragiliser psychologiquement ceux qui pourraient y croire et à donner l'impression qu'un basculement politique serait déjà en cours. Sauf que ce sont les Maliens qui sont engagés dans ce combat. Au fond, tout cela montre une chose. La bataille du Mali n'est pas seulement militaire. C'est aussi une guerre d'influence, de narration médiatique et de repositionnement géopolitique de la France.